Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Best Of, l'émission qui parle du meilleur de ce que je préfère. Et aujourd'hui on va causer de ma série préférée que je préfère de tous les temps ever, de toujours. South Park, biatch. Ouais, tu crois que ça vient d'où le chef? Bah ouais, réfléchis, je suis sûr qu'il y en a qui viennent me percuter en plus. Et pour une fois cette émission sera présentée en duo avec le petit chef. Ouais, et au départ on devait vous balancer un top 11 de nos épisodes préférés de cette série cultissimement culte. Mais après des heures et des heures de réflexion, on n'a pas pu se résoudre à un chiffre aussi petit. C'est vrai que South Park est une série tellement géniale qu'on aurait pu facilement se faire un top 30, et il y a certains épisodes qu'on n'aurait pas pu se résoudre à ne pas parler, du coup on a fait un top 15. Ça passe. Et la tâche va être considérable. Et on sera pas trop de deux pour passer en revue ces 15 épisodes de ce monument qu'est South Park. Évidemment, comme à chaque fois, ça va être un top totalement subjectif. Il va s'agir de te parler de nos 15 épisodes préférés à moi et à Petit Chef. Et évidemment, tu peux balancer ton propre top dans les commentaires. Et on va pas te faire l'affront de te présenter South Park, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Voici le top 15 des meilleurs épisodes de South Park. Je vais te faire l'amour, ma beauté, t'allonges-nu devant la cheminée. Numéro 15, le problème chinois, épisode 8 de la saison 12 de South Park. Cartman, traumatisé par la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin, car très impressionné par la discipline chinoise, décide de monter le front de libération de l'Amérique avec Butters, et de prendre en otage un restaurant chinois. Pendant ce temps, Kyle et Stan et le reste de la bande tentent de se reconstruire après avoir assisté à la projection d'Indiana Jones et le crâne de cristal. Bon, là, la partie avec Cartman et Butters c'est très sympa, mais c'est pas pour cette partie qu'on a kiffé cet épisode. Si on a surkiffé cet épisode, c'est pour la partie qui cause d'Indiana Jones, qui est totalement délirant. Kyle et les autres ont trouvé Indiana Jones 4 tellement naze qu'ils sont intimement convaincus d'avoir assisté à un viol. Un vrai viol. Genre, ils ont des flashbacks dans lesquels George Lucas et Spielberg attrapent Indy et le viol. D'ailleurs, ces flashbacks sont tous des clins d'œil à des films célèbres, comme par exemple Délivrance. Ce qu'il y a de dingue dans cet épisode, c'est qu'il est assez tragicomique. Pendant le premier tiers de l'épisode, on ne sait pas qu'ils font référence à Indiana Jones quand ils parlent de leur copain violé. Du coup, au début de l'épisode, il y a une certaine intensité dramatique assez rare dans South Park. T'es vraiment pris dedans et soudain ils désamorcent tout ça d'un coup en te révélant qu'en réalité, ils causent d'Indiana Jones. Donc sur le coup, tu te marres tellement leur réaction est super exagérée et étrangement, plus l'épisode avance, plus ça exagère. Mais les personnages sont tellement sincères quand ils chialent sur le sort d'Indy que du coup, tu re-rentres dans le côté dramatique de l'épisode. Et surtout, tu te rappelles à quel point Indy 4 était naze. Et là, tu chiales, mon gars. Ouais. Cet épisode était complètement débile, mais illustrait parfaitement ce qu'un fan peut ressentir quand il voit son héros de son enfance se sacrifier sur l'autel du box-office. Cet épisode est super débile et super exagéré, mais je t'assure qu'il me fend le cœur autant qu'il me fait m'étouffer de rire, ce truc. Puis ça me rappelle ce qu'ils ont fait à Goku, c'est fumier. Ouais. Numéro 14, La Passion du Juif. Troisième épisode de la saison 8 qui cause encore de cinéma. South Park et même l'Amérique tout entière est bouleversée par le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Stan et Kenny ont trouvé le film nul à chier et décident de se faire rembourser auprès de Mel Gibson lui-même. Cartman a adoré et monte un fan club du film aux allures nazies. Et Kyle, quant à lui, a été traumatisé et se sent même coupable en tant que juif pour le sort de Jésus. Et pourquoi cet épisode est bien? Parce que comme souvent dans South Park, il traite d'un sujet polémique. Enfin, polémique en son temps. En effet, à l'époque où La Passion du Christ est sortie, bien que le film ait cartonné, il a suscité de nombreuses polémiques, même en France où il a été pas mal boycotté. Certains étaient contre car ils y voyaient un film à caractère hautement antisémite. Et quand on connaît les antécédents de Gibson en la matière, on peut pas vraiment leur en vouloir. D'autres l'ont trouvé exagérément violent et insoutenable. Et d'autres l'ont trouvé absolument génial et magnifiquement beau. Et évidemment, tout ce petit monde se foutait joyeusement sur la tronche. Et c'est ce qui illustre parfaitement cet épisode de South Park. D'un côté, on a Stan et Kenny qui ont trouvé ça démilement gore et vulgaire, qui sont prêts à tout pour se faire rembourser. D'un autre côté, on a Cartman qui se sert du film pour justifier son extrémisme religieux et antisémite. Et pour finir, on a Kyle qui est totalement traumatisé à tel point qu'il en vient même à remettre en question sa foi. Et tout ça part dans tous les sens et ça va beaucoup trop loin. Stan et Kenny sont poursuivis par un Mel Gibson complètement taré, Cartman est à deux doigts d'organiser des rafles, jusqu'au moment où Kyle a la révélation. Mais c'est juste un film réalisé par un mec un poil taré, pourquoi on se prendrait la tête pour un truc aussi insignifiant? En quoi le seul point de vue d'un mec sur une histoire aussi universelle que celle de Jésus suffirait à insulter une foi ou provoquer une passion tellement aveuglante qu'elle en deviendrait dangereuse? Peut-être que la clé en matière de paix serait que chacun est libre d'interpréter cette histoire comme il l'entend, et qu'en aucun cas une interprétation serait supérieure à une autre, qu'en aucun cas un seul et unique mec est détenteur de la bonne parole, ou une connerie du genre. C'est ça qu'il y a de bien dans South Park, c'est ça te fait réfléchir. Surtout, entre nous, un Cartman déguisé en Hitler qui se fait chier dessus par Mel Gibson, c'est super marrant. Numéro 13, Stop Club, 13e épisode de la saison 7. Après une campagne anti-tabac destinée aux enfants complètement naze, Stan, Kyle, Kenny et Cartman décident de s'essayer à la clope.
et foutent malencontreusement le feu à l'école. Contre toute attente, les parents et la directrice ne les engueulent pas, mais les considèrent simplement comme des victimes de l'industrie du tabac et de sa promotion qui pervertit l'esprit des jeunes enfants pour les inciter à fumer. Ils font donc appel à Rob Reiner, qui est un plutôt célèbre réalisateur d'Hollywood, qui a notamment réalisé Princess Bride et d'autres trucs. Bref, Rob Reiner est aux États-Unis un méga activiste anti-tabac de la mort qui tue. Il débarque à South Park pour stopper les usines de tabac du Colorado, et pour ça il décide d'utiliser les enfants pour sa propagande. Cet épisode se fout avant tout de la gueule des lobbyistes américains et autres associations quasiment anti-tout qui essayent de te faire chier à chaque fois que t'essayes de faire un truc, soi-disant pour préserver la santé de tout à chacun. Tu sais, toutes ces associations qui te cassent constamment les couilles dès qu'il y a un petit truc de la vie qui t'apporte un petit peu de bonheur, qui essayent de te l'enlever parce que soi-disant c'est pas bon pour toi. Genre, oh là là, ce jeu vidéo est tellement violent, il faut l'interdire. Les dessins animés japonais sont débiles et vulgaires, interdisons-les. Mange 5 fruits et légumes par jour, putain de merde. Trie tes déchets, putain. Bref, c'est méga casse-couille. Alors les gars de South Park, comme à leur habitude, se foutent bien de leur gueule. Déjà, ils relèvent le fait que Rob Reiner est en surcharge pondérale, mais emmerde quand même le monde entier pour que les gens fassent attention à leur santé. Bon là, ils forcent carrément la chose en lui mettant systématiquement un burger dans les pattes, mais quand même, c'est méchamment bien vu. Ouais, c'est comme si moi je te disais de faire plus de sport et de surveiller ton langage. Ça serait du putain de foutage de gueule, nique sa mère, putain. Culé va. Puis surtout, ça critique très sévèrement l'hypocrisie de ces associations qui, sous couvert de dénoncer le mal et de vouloir protéger les gens, surabusent des raccourcis, de clichés et surtout de méga propagande bien racoleuse pour imposer leur choix de vie au monde entier. Mais merde, si on veut s'intoxiquer les poumons et se boucher les artères à coups de mec bacon et ou tabasser des putes et des clodos dans GTA, on devrait être libre de pouvoir le faire, bordel de merde. Numéro 12, Danse avec les Schtroumpfs, épisode 13 de la saison 13. Après la mort du jeune Gordon Stolsky, l'élève en charge de lire les annonces du matin, Monsieur McKay cherche un élève pour le remplacer. Cartman obtient le poste et profite de l'antenne qui lui a été donnée pour dénoncer, ou plutôt calomnier, la présidente du conseil des élèves, Wendy Testaburger. Il va toujours plus loin dans la calomnie et la provocation en se faisant passer pour une victime de la politique de l'école, et arrive même à retourner les élèves contre Wendy. Il va même jusqu'à écrire un bouquin et sortir un film sur le massacre des Schtroumpfs commis par Wendy, Danse avec les Schtroumpfs. Pourquoi cet épisode est-il kiffant? Déjà pour la scène d'ouverture qui est un pur chef-d'œuvre de what the fuck et d'humour noir. Le pauvre Gordon Stolsky qui se fait flinguer par un alcoolo alors qu'il a rien demandé avec toute l'école qui écoute en mode OSEF, c'est à se pisser dessus. Ensuite pour la super parodie d'Avatar. Ouais, parce qu'à l'époque où c'est sorti on parlait de ce film absolument partout, tout le temps, c'était un truc de ouf. Alors c'était obligé que South Park s'en mêle, et c'est juste magique. Cartman qui se la joue Danse avec les loups au pays des Schtroumpfs, c'est n'importe quoi. Et tu te rends compte que putain c'est exactement le scénar d'Avatar, c'est Danse avec les loups au pays des Schtroumpfs. Bon, avec des mechas qui claquent et des Schtroumpfs de 3m50 qui niquent avec leurs cheveux, mais bon, quand même. Et l'épisode se fout pas mal de la gueule des polémistes / analystes politiques américains les plus virulents, qui sont persuadés de détenir la vérité, ou pire, qui savent parfaitement qu'ils racontent de la merde, mais qui se servent de leur côté grande gueule qu'on veut faire taire parce qu'ils dénoncent les vrais bails, mais qui en réalité sont beaucoup plus intéressés par le fait de faire de l'audience ou de vendre des bouquins. Bordel, cet épisode il m'a donné envie de bouffer des Schtroumpfboises. C'est vrai, ça a l'air super bon cette merde. Numéro 11, les rouquins. Épisode 11, saison 9. Cartman présente un exposé sur les rouquins dans lequel il les présente comme des êtres sans âme, malsains et dégueulasses qu'il faut mettre au banc de la société. Kyle, le rouquin lui-même, est outré par cet exposé. Rapidement, les élèves roux de l'école sont victimes de brimades. C'est alors que Stein, Kyle et Kenny décident de faire une blague à Cartman. Ils le maquillent en roux pendant son sommeil. Le lendemain, persuadé d'être atteint de rouquinitude, Cartman est lui-même victime de brimades qu'il a déclenché avec son exposé. Mais au lieu d'en tirer une leçon, il décide de fonder le mouvement Pouvoir aux roux, qui comme son nom l'indique est un mouvement suprémaciste roux et bien évidemment ça part en couille. Pourquoi cet épisode déchire? Encore une fois pour sa scène d'ouverture, qui est sans aucun doute une des scènes les plus cultes de toute la série South Park. L'exposé de Cartman sur les rouquins, qui déborde de haine et de clichés mais qui bordel est vraiment trop marrant. Que les roquemoutes sont malsains et dégueulasses. En conclusion, je vous dirais juste ceci, si vous pensez que les rouquins ne représentent pas un problème sérieux, repensez-y. Mais encore une fois, là où l'épisode devient le plus intéressant, c'est dans ce qu'il raconte vraiment, parler les différents aspects des problèmes raciaux, entre guillemets. On a l'habituel prédicateur de haine raciste et con, mais qui cause tellement bien que des esprits débiles vont boire ses paroles. J'ai nommé Cartman, qui se trouve lui aussi du côté des victimes et qui décide d'user de son statut de victime pour à nouveau devenir un prédicateur de haine. Je trouve ça sacrément intelligent, faire un parallèle entre le comportement et les idées des mouvements racistes et des mouvements antiracistes. C'est carrément couillu, surtout quand on connaît l'histoire des États-Unis à ce niveau. Le discours de Cartman aux roux est carrément un détournement du discours de Martin Luther King, un des fondateurs du mouvement pour les droits civiques. I have a dream et tout le team, faut oser quand même. Comme s'ils essayaient de nous dire que se croire supérieur par rapport à sa race ou de justifier les actes les plus extrêmes parce qu'on est victime de discrimination, c'était du même ordre. Comme si c'était tout aussi stupide, comme si la connerie n'avait pas de couleur, et ça c'est beau. Puis aborder un sujet comme ça en s'appuyant sur la discrimination des rouquins, c'est plutôt bien vu. Même si c'est vrai qu'ils me foutent les jetons ces putains de roquemoutes. Ouais. Numéro 10, l'histoire de Scotty McMurvoburn, épisode 2 de la saison 14. Les enfants doivent lire L'Attrape-Cœur, roman controversé en son temps pour son langage ordurier et d'autres trucs. J'en sais rien, je l'ai pas lu, vous avez qu'à demander à Ginger Force. Mais c'est soi-disant à cause de ce bouquin que George Warnock Hinckley Jr. a buté John Lennon. Oh
Alors vous nous dites que ce bouquin est cradingue, qu'il est inconvenant et qu'il a poussé un mec à tuer le roi des hippies? Oh s'il vous plaît, j'exige qu'on le lise tout de suite! Donc comme c'est potentiellement salace et trash, les garçons et surtout Cartman sont super impatients de le lire. Mais ils sont rapidement déçus, car ils ne trouvent absolument rien de choquant dans ce livre. Ils décident donc d'écrire leur propre roman trash, l'histoire de Scotty McMorvoburn, qui n'est rien d'autre qu'un ramassis de dégueulasseries immondes. Un jour, la mère de Stan, elle tombe sur le bouquin par hasard, donc elle commence à le lire. Et il se passe ça. L'histoire de Scotty McMorvoburn. C'est par une chaude matinée de printemps que Scotty McMorvoburn se réveilla et découvrit sa... Hein? Il empoigna un... Quoi? Oh mon Dieu! Puis il attrapa son chien qu'il... Oh mon Dieu! Et le pire, c'est qu'elle trouve le bouquin génialement énorme. Les garçons, qui sont persuadés qu'ils vont se faire engueuler, accusent Butters d'avoir écrit le bouquin. Sauf que les parents veulent le faire publier, et ça devient un putain de carton mondial. Le bouquin est tellement dégueulassement immonde qu'il fait vomir le monde entier. Et le pire, c'est que tout le monde en redemande. Pourquoi cet épisode est bien? Ils écrivent un bouquin tellement immonde que les gens dégueulent en le lisant. Faut vraiment que je t'en dise plus que ça? L'idée est furieusement géniale. Bon, c'est bête, c'est con, c'est pipi caca, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Cet épisode est un concentré de vannes puériles et de foutage de gueule massif. La parodie des cartes à chiantes, la pauvre Sarah Jessica Parker qui se fait traiter de cheval. Mon épouse est une femme magnifique et je sais que la plupart des gens sont d'accord avec moi. Mathieu, comment se fait-il qu'il y ait un âne avec une tête de sorcière à vos côtés et pourquoi porte-t-il une robe? Ah, c'est même devenu un mème. Puis surtout les gens qui dégueulent en lisant. Bon, il y a sûrement la volonté de se foutre de la tronche des phénomènes littéraires et des médias qui en font 3 fois trop dès qu'un bouquin cartonne. Y a qu'à voir le merdier pas possible qu'il y a eu autour des 50 nuances degrés il y a pas longtemps. Mais là on s'en fout, cet épisode est juste trop marrant tellement c'est débile. Mes sœurs et moi, nous allons acheter des sous-vêtements. Je peux venir avec vous les filles? Numéro 9, Été handicapé, épisode 7, saison 14. Servietsky trouve un travail comme serviette dans un camp de vacances pour handicapés. Mais comme il passe son temps à se droguer et à sucer des vieux monsieur pour avoir des thunes pour pouvoir se droguer, il se fait virer. Stan, Kyle et les autres décident alors de faire appel à l'émission Intervention, afin de provoquer une prise de conscience chez Servietsky. Pendant ce temps, on suit les aventures de Jimmy au camp des handicapés, qui est la cible de nombreux pièges mis en place par Nathan et Mimsy. Pourquoi cet épisode est cool? Déjà parce que c'est une parodie de l'émission Intervention. Pour ceux qui ne connaissent pas Intervention, c'est une émission américaine un peu à la striptease, qui nous montre le quotidien de gens soit toxicomanes, soit alcooliques, et qui les confronte avec le reste de leur famille qui va leur balancer ces 4 vérités afin de provoquer une prise de conscience et l'inciter à se faire désintoxiquer. C'est ce qu'ils appellent une intervention. D'ailleurs, si t'es fan de How I Met Your Mother, c'est un gag récurrent dans plusieurs saisons. Certains moments de l'émission sont d'ailleurs devenus cultes sur YouTube, notamment celui-ci. Et ici, le fait d'avoir choisi de centrer l'émission sur Servietsky rend tout ça absolument débilement épique. Ça dénonce le côté voyeurisme de ce genre d'émission tout en disant que ouais, c'est quand même grave d'être accro à la drogue. Ouais. Le perso de Servietsky est génial, je veux dire, une serviette qui parle et qui est accro à la drogue. C'est comme si la recette pour créer un perso trop cool, ça serait de prendre un objet inanimé, lui filer des yeux et une bouche et un putain de vie super exagéré. Et comme ça au final t'as un truc trop cool et trop marrant et trop débile en même temps. C'est trop bien ça. Moi je vois pas ce qu'on lui trouve à ce Servietsky là. Mais on t'a rien demandé toi. En plus il me doit une plaquette de schiste enfoiré. Puis il y a une scène qu'on trouve vraiment trop énorme dans cet épisode, c'est celle-là. J'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde entier. C'est comme si je marchais sur des rayons de soleil. Servietsky, ouvre cette portière! Fous le camp, je marche sur des rayons de soleil. Cette scène est à se pisser dessus tout autant qu'elle nous fait un peu de la peine. Et c'est ça le talent de South Park, réussir à te faire crever de rire tout en t'émouvant. Ouais. Puis à côté, il y a l'histoire des handicapés, qui sont quasiment tous représentés comme des personnages de cartoon. Et c'est pas vraiment sympa de faire ce rapprochement. Mais franchement, c'est trop marrant. Surtout quand il se fait violer par le requin. Mimsy, enlève-moi cette saloperie du cul. Numéro 8, Piégé dans le placard, épisode 12 de la saison 9. Stan économise pour s'acheter un vélo et se sépare de ses amis pour trouver un loisir fun et gratuit. Il se fait approcher par des représentants de l'église de Scientologie qui lui font passer un test gratuit. Le test révèle que Stan est dans une grande dépression et qu'il ne s'en sortira pas à moins de payer 240$ pour se faire soigner par la Scientologie. Il claque donc la thune qu'il économisait et après quelques tests, il lui découvre un taux méga élevé de tétans. Mais regarde pas comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ce taux élevé signifierait que Stan serait la réincarnation du fondateur de la Scientologie.
L. Ron Hubbard. Rapidement, un grand nombre de scientologues rappliquent chez Stan, y compris des stars comme John Travolta et Tom Cruise. Tom Cruise, après que Stan lui ait avoué qu'il le trouvait bof en tant qu'acteur, s'enferme dans le placard et refuse d'en sortir. Et c'est donc le début des emmerdes. Cet épisode est sans aucun doute le plus controversé de tout South Park. À l'époque où il est sorti, personne n'osait ou ne pouvait se moquer de la scientologie sans se prendre un méga procès sur la tronche. De plus, Isaac Hayes, la voix de chef, qui était lui-même scientologue, s'opposait systématiquement à la création d'un épisode sur la scientologie. Mais au bout d'un moment, les créateurs lui ont dit « Mec, tu disais rien quand on se moquait des juifs et des chrétiens, alors va te faire foutre ». Du coup, Isaac Hayes a quitté la série et le perso du chef a définitivement été tué dans l'épisode Le Retour du Chef. Bref, c'était super chaud de sortir cet épisode, vu à quel point il est critique vis-à-vis de cette religion. Sa manie de faire payer des espèces d'abonnements et aussi son implantation à Hollywood. Mais malgré le côté foutage de gueule, tout ce qu'ils décrivent lorsqu'ils expliquent les croyances de la scientologie sont exacts. Et c'est même tellement what the fuck que ceux qu'ils montrent portent la mention « c'est réellement ce que croient les scientologues ». Bon après c'est pas plus débile qu'un barbu qui ouvre la mer en deux et qui parle avec des buissons, hein. Bon. Faut savoir que le fondateur de la scientologie était à la base un auteur de SF raté. Ses écrits ont notamment inspiré ce film, Battlefield Earth. Et ce film c'est de la merde. Non mais genre vraiment de la merde. Hein. Tu vois, là il y a le caca, là il y a le film. Bref. Devant les risques de procès, l'équipe de South Park leur en glisse une double. D'abord, en remplaçant les noms du staff au générique par John et Jane Smith, et surtout par cette dernière scène qui respire les coronesses de 150 kilos. Tu m'as fait passer pour un con, je vais te faire un procès moi aussi. Ben d'accord, allez-y, faites-moi un procès. Je le ferai, je t'attaquerai et tu vas le regretter. Tu vas être submergé de procès. Je m'en fous, vous gênez surtout pas. On va te poursuivre. Ok, super, faites-le. Ça m'est égal, j'ai pas peur. Attaquez-moi. Ça c'est du bon South Park, hein. Ouais. Et c'est pas les Simpsons qui auraient fait ça. Puis il y a aussi le Closer Gate avec Tom Cruise qui veut pas sortir du placard, tout ça. Cet épisode incarne la badassitude de South Park et c'est pour ça qu'on aime. Alors, il aurait pu être numéro 1, mais bon, comme on est des gamins, on préfère les épisodes débiles qui font marrer. Ouais. Numéro 7, l'épisode de Butters, épisode 14, saison 5. C'est bientôt l'anniversaire de mariage des parents de Butters. La mère de Butters le cherche d'espionner son père pour savoir quel cadeau il va lui acheter. Butters, pendant sa filature, découvre que son père fréquente les cinémas porno gays où il fait du catch avec des gros blacks, si tu vois ce que je veux dire. Sans se rendre compte de la situation, Butters révèle tout à sa mère, qui devient tarée, tente de se suicider et de tuer Butters. Elle l'enferme dans la voiture et la jette dans la rivière, puis rentre à la maison pour se pendre, mais son mari l'en empêche. Et il décide de faire croire que Butters a été enlevé par un portoricain. Madame Stutch, pouvez-vous décrire le ravisseur de votre fils? Portoricain. Était-il grand, petit? Il était de taille portoricaine moyenne. Mais en fait, Butters a survécu et vit des aventures en essayant de retrouver le chemin de sa maison. Butters est l'un de mes persos préférés dans South Park. Il est tellement naïf, insouciant et innocent comparé à cet Terry Cartman complètement taré. Et au ton de la série en général. C'est ce décalage entre les saloperies qu'il se passe et ses réactions qui le rend hilarant. Et c'est encore plus vrai pour cet épisode. L'histoire avec ses parents est tellement crue, tellement dramatique, tellement réelle, que le voir tout sourire sans rien piger, ça nous fout limite mal à l'aise. Mais en même temps, c'est ce malaise qui rend le tout si drôle. Bon, cet épisode, y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste du Butters x10, et c'est pour ça qu'on kiffe. Et ça rime en plus, ouais. Numéro 6, Cartoon Wars, épisode 3 et 4 de la saison 10. Le prochain épisode de Family Guy a prévu de diffuser une caricature de Mahomet. Les terroristes menacent de terribles représailles si l'épisode est diffusé. L'Amérique a peur des terroristes, mais en même temps, ils sont pour la liberté d'expression, donc au final, l'épisode va être diffusé. Mais l'Amérique entière a décidé qu'il n'allait pas le regarder en s'enterrant la tête dans le sable. Kyle, pris de cauchemars atroces depuis l'annonce de l'épisode, décide de se rendre au studio de la Fox pour empêcher la diffusion de l'épisode. Il est rejoint par Cartman, qui fait semblant d'être choqué par les caricatures, mais qui en réalité déteste les Griffins, parce qu'ils auraient le même genre d'humour que lui. Ils se foutent donc sur la tronche et se séparent. Puis Cartman trouve un nouvel allié, un certain Bart Simpson. Pourquoi cet épisode est cool? Bah déjà, Cartman qui fait équipe avec Bart Simpson. Prenons un instant pour apprécier cette énormitude. Puis ensuite, il y a cette scène. Tu me connais pas, je suis un dur. Vraiment? Et c'est quoi le pire truc que t'aies fait? Un jour, j'ai volé la tête d'une statue. Waouh, c'est vrai que t'es un dur. Oh putain. Bah moi, tu vois, une fois, un mec il me gonflait, alors j'ai fait cuire ses parents dans un chili et je lui ai fait bouffer. Là, je suis battu, mec. Je suis battu. La parodie des Griffins est excellente, c'est juste une suite de gags complètement débiles et hors sujet par rapport à la trame de l'épisode, et sans déconner, c'est exactement ça les Griffins, et c'est pour ça qu'on kiffe. Ah, faudra qu'on cause de Family Guy, un de ces quatre. Au-delà de se foutre de la tronche de Family Guy, cet épisode apporte surtout, et je pense que tu l'auras compris, la question de la liberté d'expression face à la menace terroriste. Et comme à son habitude, il le fait de manière drôle et intelligente en concluant que peut-être qu'on prend ces menaces terroristes un peu trop au sérieux. D'ailleurs, la riposte des terroristes après la diffusion de l'épisode, c'est ça. Allez, je suis américain. Et moi, je suis américain aussi. On aime s'y faire caca les uns sur les autres. Bonjour, je suis le président des États-Unis, je vais faire caca sur vous deux. Oh, on aime les caca.
je suis américaine, j'ai un polichinelle dans le tiroir et je suis pas marié. Faisons caca. Regardez-moi, je suis Jésus. Vous voulez que je lui fasse caca sur moi, monsieur Bush? Ah, en vrai, c'est dommage qu'il sait pas autant d'humour, hein. Ouais. Numéro 5, Imagination Land, épisode 10, 11 et 12 de la saison 11. Cartman est persuadé d'avoir vu un léprechaun dans la forêt. Kyle ne le croit pas et parie avec lui que s'il y a vraiment un vrai léprechaun, il lui sucera les boules. Cartman réunit les garçons de l'école et met au point un piège pour capturer le léprechaun. Et oh surprise, il capture bien un léprechaun. Le léprechaun leur crie qu'il doit prévenir d'une attaque terroriste imminente et utilise la magie pour se téléporter. Quelque temps après, un mec gros de forme chelou se pointe et demande aux enfants s'ils ont vu le léprechaun. Puis il leur propose de les emmener au pays de l'imagination à bord de son dirigeable imaginaire. Et la Butters a la seule réaction sensée. Est-ce que vous allez nous violer? Non. Oh bah alors d'accord. Allez, venez les mecs. Et faites gaffe les gars, je suis presque sûr qu'il va vouloir nous violer. À peine arrivé à Imagination Land, le pays où tous les êtres et choses imaginés par les hommes prennent vie, Al-Qaïda attaque et prend en otage l'imagination du monde entier. Stan, Kyle et les autres parviennent à s'enfuir dans le monde réel, mais Butters reste à Imagination Land, où il découvre qu'il est l'élu de la prophétie. Pendant ce temps, l'armée américaine tente d'ouvrir une porte vers notre imagination pour aller combattre les terroristes. Bon, on va passer rapidement sur le côté message de l'épisode, qui se résume parfaitement à cette réplique. Les terroristes ont attaqué avec succès notre imagination. Si cet épisode est cool, c'est surtout grâce à tous ces clins d'œil et hommages aux films, séries, dessins animés, jeux vidéo qu'on kiffe tous cuisinés à la sauce South Park, et ça c'est juste énorme. L'attaque terroriste qui reprend plan pour plan le débarquement dont il faut sauver le soldat Ryan, la bataille finale, le viol de Charlotte aux fraises par les petits animaux de la forêt, imaginé par Cartman, l'attaque de l'homme ours porc qui est moitié homme, moitié ours, moitié porc. Ouais mais non en fait, je crois qu'il est moitié porc, moitié homme ours. Non mais cette blague est vraiment trop évidente, ça sert à rien, casse-toi. Ok d'accord. Le casting des réalisateurs d'Hollywood, genre Michael Bay et Shyamalan qui prennent trop cher dans leur face, le trip Rambo de Cartman, le procès de Cartman contre Boslowski, le mec fait un procès pour qu'on lui lèche les boules et le mec gagne. Bref, chaque minute de cette trilogie est putainement parfaitement épique, mais un petit détail me chiffonne un petit peu quand même. Je veux dire, une petite apparition de Goku végétant en arrière-plan, ça mangeait pas de pain quoi. Ouais, c'est dommage quand même. Numéro 4, le Noël des petits animaux de la forêt, épisode 14 de la saison 8. Bon, depuis le début on a essayé de pas trop spoiler les épisodes pour ceux qui les auraient pas vus. Mais pour celui-là, pour causer plus ou moins de toute son énormité, je vais devoir tout raconter. Enfin, je vais au moins révéler un twist de l'épisode. Stan rencontre les petits animaux de la forêt. Ouais, c'est les animaux qu'on a parlé dans Imagination Land. Donc du coup, oups, on a déjà spoilé. Les animaux demandent à Stan de les aider à construire une crèche pour que Madame Porc-Épic mette au monde son enfant qui est le Christ des animaux. Stan s'exécute puis les animaux sont attaqués par un puma qui dévore tous les ans le bébé de Madame Porc-Épic. Stan parvient à tuer le puma et découvre ensuite que les animaux sont des satanistes hardcore et que Madame Porc-Épic va en fait mettre au monde l'antéchrist. Voyons, réfléchis, crois-tu que Dieu coucherait avec un porc-épic? Ça non, seul Satan, prince des ténèbres et roi des forces du mal pourrait faire ça. Je crois qu'on n'a pas dû lire les mêmes fanfictions de Sonic. Du coup, Stan est dans la merde et décide de combattre les animaux sataniques avec l'aide du Père Noël et des bébés pumas. Pourquoi cet épisode est cool? Des animaux mignons psychopathes qui s'éviscèrent entre eux et qui font des orgies pour la gloire de Satan. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Cet épisode est une perversion et d'une obscénité totale. C'est un anti-conte de Noël parfait. C'est con, c'est salace, c'est vulgaire, mais c'est palpitant à suivre et c'est à mourir de rire. Tous les clichés des contes ou films de Noël sont retournés pour en faire quelque chose de complètement taré. Stan et 3 bébés pumas vont apprendre à faire des avortements pour extraire Satan du rectum de Kyle. C'est tellement n'importe quoi que ça en devient magique. Bah, il y a aussi cette chanson au début. C'est Noël une fois par an, et tout le monde est si content. Animaux, petits ou grands, pour tous Noël est important. Bref, cet épisode est sans doute l'un des plus tarés de toute l'histoire de South Park. Waouh, prendre des créatures mignonnes pour en faire des choses vulgaires et dégueulasses, c'est vachement original, oh là là. Ta gueule. Numéro 3, les armes c'est rigolo, épisode 1, saison 8. Lors d'une foire, Cartman et les autres arrivent à obtenir des armes ninja en se faisant passer pour des orphelins. Ils décident donc de passer l'après-midi à jouer au ninja. Kyle devient Bunraku, le ninja au nunjaku et au pouvoir de glace. Stan devient Shadowashi avec ses tonfa et ses pouvoirs de feu. Cartman devient Bullrog avec ses sai et le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. Kenny devient Kensuke avec ses shurikens et ensemble ils combattent Butters, alias le professeur K.O. Et ils s'amusent bien jusqu'à ce que Kenny lance un shuriken dans l'œil de Butters. Et là, c'est le début des emmerdes. On a donc un épisode de South Park qui parodie les animés japonais. Ok, il l'avait déjà fait avec Shin Pokémon, mais là c'est d'un tout autre level. Ça reprend tous les codes du genre, les histoires simplettes racontées de manière excessivement épique, les noms d'attaques débiles, les lignes de vitesse, les plans méga badass, les pouvoirs de dernière minute qui sauvent la situation. Et surtout cet opening façon J-pop aux paroles mi-japonaises mi-anglaises qui veulent absolument rien dire.
今すぐ Hey, let's go 金化する大切なもの Protect my balls ここが悪い So let's fighting Let's fighting love Let's fighting love. Mais le pire c'est que les vrais openings ont des paroles presque aussi débiles. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est le décalage entre ce que les enfants imaginent dans leur tête et ce qui se passe dans la réalité. Ça me rappelle un peu quand on jouait à DBZ quand on était gamin. Ouais, parce que dans notre tête à nous, il se passait un truc comme ça. Je vais gagner le grand tournoi. Jamais. Prends ça. Alors qu'en réalité, ça ressemblait sans doute plus à ça. Numéro 2, Kenny se meurt, épisode 13 de la saison 5. Kenny souffre de la myopathie de Duchenne, maladie super rare et va en mourir. Kyle et Stan ne vont cette fois pas se contenter d'un « Oh mon dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré ». Non. Là, on va assister à de vraies réactions face au trépas inévitable de leur ami. Kyle va être déchiré mais va faire bonne figure pour accompagner Kenny jusqu'au bout. Stan va être dans le déni total et Cartman va étonnamment se battre jusqu'au congrès pour autoriser les recherches sur les cellules souches afin de sauver son ami. Cet épisode est le plus beau et le plus triste de toute la série. Ici, pas de mort comique de Kenny, non. Cette fois, il s'agit d'une vraie mort, définitive. La première fois que tu vois l'épisode, tout le long tu te demandes où est la blague. À quel moment tout le drame va s'arrêter pour nous sortir un bon gros gag débile sur la mort de Kenny. Alors oui, tu ris dans cet épisode, mais c'est un rire empreint de mélancolie. D'habitude, South Park tape dans la surenchère, ça va toujours trop loin. Ici, tout paraît tellement sincère que t'es juste obligé de rentrer dans l'histoire. Écoute-moi ce discours du chef. Stan, parfois Dieu emporte ceux qui nous sont proches parce qu'à mon avis, ça le rassure sur sa puissance. Notre Dieu est un Dieu vengeur, Stan. Et il est très fâché à cause d'un péché qui remonte à la création du monde. Un truc qu'il n'arrive pas à oublier. Alors il rappelle à lui au hasard un enfant, un petit chien, et ça lui est égal du moment que ça peut nous rendre tristes. Est-ce que tu comprends? Alors pourquoi Dieu nous donne la vie dans ce cas-là? Moi, je vois les choses comme ça. Si tu veux faire pleurer un enfant, d'abord tu vas lui donner une sucette, et puis tu vas la lui reprendre. Mais imagine que tu lui donnes pas de sucette au départ, alors l'enfant n'aurait aucune raison de pleurer. Ben Dieu, c'est pareil. Il nous donne la vie, l'amour et la santé, juste pour pouvoir un jour nous les enlever et nous faire pleurer. Dieu se désaltère du nectar de nos larmes, tu vois. Ce sont nos larmes, Stan, qui donnent à Dieu son immense pouvoir. Je crois que je comprends. C'est beau, putain. Tu t'attendais à voir un truc pareil dans South Park? Même Cartman arrive à être émouvant. Bon, même si à la fin on sait qu'en réalité il voulait juste cloner son restaurant favori. Il est génial cet épisode. Le pire c'est que Kenny restera mort toute une saison, remplacé pendant un temps par Tweek le névrosé. La saison suivante sera une des rares à instaurer une continuité dans les épisodes. La mort de Kenny étant souvent intégrée au scénario, comme dans l'épisode Une échelle pour aller au ciel, qui nous offre cette scène d'anthologie. Croyez-vous vraiment à cette échelle pour aller au paradis? Si le paradis est un garçon de 8 ans et que l'échelle c'est ma bite, alors je veux bien y croire. Je crois que Dieu se cache dans cette scène. Kenny ressuscitera à la fin de la saison, lors de l'épisode La chute du traîneau rouge, et ses morts deviendront beaucoup moins fréquentes par la suite. Mais il n'empêche que Kenny se meurt reste un épisode cultissimement culte dans l'univers de South Park. Nous sommes de la fondation Fais un vœu. Kenny, c'est pas génial? Nous sillonnons le pays afin de réaliser pour des enfants comme toi leur vœu le plus cher. Chouette, hein, Kenny? Alors, Kenny, si tu avais droit à un vœu, quel serait-il? Quel serait ton vœu, petit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que son vœu, c'était de pas mourir. Numéro 1, Scott Tenorman doit mourir. Épisode 4, saison 5. Scott Tenorman est un grand de 6ème qui a vendu une touffe de poils pubiens à Cartman. Cartman est persuadé d'être ainsi devenu pubère. Après que Stein et Cal lui aient fait comprendre qu'il s'est fait arnaquer, Cartman demande à Scott de le rembourser. Non seulement Scott refuse, mais en plus il invente toujours plus de coups tordus pour humilier Cartman. Cartman décide donc d'élaborer une vengeance parfaite. Alors si t'as jamais vu l'épisode, je vais pas te spoiler tout de suite. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en ce qui concerne le personnage de Cartman, il y a un avant et un après Scott Tenorman. Avant Scott Tenorman, Cartman était que le petit gros de la bande, un gamin capricieux et malpoli. Après Scott Tenorman, Cartman est un génie du mal, Lucifer en personne. Tous les vices de l'humanité incarnés en un petit gros de 8 ans. Bref, ça devient un des meilleurs personnages jamais créés. Et là, si tu veux pas te faire spoiler la fin, tu peux tirer maintenant.
Aïe. Comme je le disais, cet épisode est l'épisode de transition de Cartman. Tout au long de l'épisode, il utilise des ruses de gamin dignes de cartoon naze. Genre je me colle une fausse moustache pour me faire passer pour un adulte et ce genre de truc. Et de plus, il se fait avoir par Scott parce qu'il est très naïf. Puis soudain, à la fin de l'épisode, il a tellement la haine contre Scott qu'il élabore un plan machiavélique. Bon, je te raconte pas tous les détails, mais en gros, il prend les cadavres des parents de Scott, en fait un chili et les lui fait bouffer devant toute la ville. Apprécions cette énormitude. Le moment le plus épique, c'est quand il célèbre sa victoire. Ouais! Oh, laisse-moi goûter tes larmes, Scott. Comme tes larmes sont douces et sucrées. Vieux, je crois qu'on a intérêt à plus jamais foutre Cartman en colère. T'as raison. Le retournement de situation est tellement inattendu et tellement malsain. Ça va beaucoup trop loin dans le délire. Et c'est pour ça que j'adore Eric Cartman. Et c'est aussi surtout pour ça qu'on aime South Park. Et voilà, c'était le top 15 des meilleurs épisodes de South Park, enfin de nos épisodes préférés en tout cas. Comme on l'a dit au début, vous pouvez balancer votre propre top en commentaire. Et moi maintenant je me casse, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Ouais, t'es déjà à la maison en fait. Hein. Rosebud. Oh mon dieu, ils ont tué Petit Chef. Espèce d'enfoiré. Say everybody have seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a pick me up, just stick my balls in your mouth. Suck on